Ils seront là dans 1 heure. Vous êtes sûr qu'on est prêt? Mais oui, on est prêt. Vous êtes trop nerveux. C'est mauvais pour négocier. Bah, nerveux. Moyen de faire autrement? Il faut y aller en confiance. Une vente, c'est pas la guerre, c'est plutôt une alliance. Tiens, je vous le dis d'expérience. Mes meilleures sessions d'entreprise, je les ai réalisées lorsque l'acheteur et le vendeur s'aimaient bien. Dans les affaires, je crois qu'on marche d'abord à la sympathie. Comment voulez-vous que je sympathise? On veut m'escroquer. Ça commence bien. Personne ne vous escroque. Le prix de vente, en dessous du montant de mes fonds propres. Et mon prix net, à 70% du montant de la vente. Vous appelez ça comment? Du réalisme. Il faut se plier aux conditions actuelles. Et si on attend, ça risque d'être pire. En plus, c'est pas l'acheteur qui nous impose ces chiffres-là, c'est nous qui les proposons. Parce qu'au-dessus, il refuserait. Ah, vous voyez bien? C'est vrai qu'il est plutôt sympa, Verdier. Oui, son avocat aussi. Franchement, je crois qu'ils vont la faire, la loi. Faire la loi? Mais je voudrais bien voir ça. Mais non, la loi, LOI. C'est ce qu'on appelle signer a letter of intent. Letter of intent. Lettre d'intention, ça ne suffit pas. Comme tous vos sigles cabalistiques pour noyer le client, vous dites EBE au lieu de excédent brut d'exploitation, RN au lieu de résultat net, CAF au lieu de capacité d'autofinancement. Vous ne pouvez pas parler comme tout le monde. Vous êtes injuste, Louis. Dans le dossier, j'ai pris soin justement de tout mettre en clair, pour vous éviter de dire que j'essaye de vous embrouiller. Je trouve que ça fait un accord plus net, plus simple. Bon, d'accord. Excusez-moi. À propos, félicitations pour le CE. Félicitations, pourquoi? Parce que votre négociation avec le comité d'entreprise a été parfaite. J'ai pu l'intégrer tel quel dans le dossier. Je n'ai rien fait d'exceptionnel, vous savez. J'ai tout simplement accepté leurs conditions, maintien de l'emploi, des effectifs et des salaires. En plus, je trouve que c'est juste. C'est bien d'imposer à l'acheteur ces clauses-là. Vous prenez un risque. Ce risque-là, je le prends volontiers. S'il refuse, on casse la vente. Vous n'aurez plus qu'à passer la main à votre fils. Ah, vous savez, mon fils, maintenant, il a fait sa vie. Il est centralien, chercheur au CNRS. Eh bien, votre fille. Ah non alors, avec mon crétin de gendre. À propos de votre fille, elle est plus salariée au moins. Pour que l'acquéreur m'accuse de verser des salaires fictifs, je suis pas idiot. Je l'ai viré à Noël dernier. Ah, c'est bien. Dans le CA prévisionnel, j'ai trouvé 2 factures pour la société Marcos. Ils ne paieront jamais. J'ai préféré les retirer. Quoi? Vous avez préféré les retirer? Vous avez bien fait. N'est-ce pas? Quand on veut vendre, il ne faut jamais gonfler les chiffres. Surtout s'il y a une garantie de passif derrière. Ça aussi, c'est l'expérience qui me l'a appris. Ah oui, la garantie de passif. 20% du prix de vente étalé sur 3 ans. Oui, mais ils vont certainement vouloir plus. Mais aussi une garantie de la garantie. Mais qu'est-ce que c'est encore? C'est une forme d'assurance, souvent bancaire, qui permet à l'acquéreur d'être indemnisé s'il a recours à la garantie de passif. Alors, il faut leur donner la garantie de passif, la garantie de la garantie. Moi, je reste salarié pendant 2 ans pour accompagner la reprise. Et puis quoi encore? C'est comme ça aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'ils foutent? À mon avis, ils relisent leurs contre-propositions. Parce qu'ils ont encore 3/4 d'heure devant eux, vous savez.